C'est de laisser la parole à Pascal Lebar, qui est ici avec nous pour répondre à vos questions. Ce que je souhaite, c'est qu'on le laisse parler, qu'on laisse parler les salariés, parce que c'est le but de cette réunion. Voilà. Bonjour à tous. D'abord, merci d'être venus, apparemment en nombre. Je crois que c'est un point qui est important. Je suis venu ici pour vous parler, pour répondre à vos questions et pour vous entendre. Donc je vais essayer de faire le mieux que je peux pour vous expliquer où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qu'on souhaite faire, pourquoi, comment et où est-ce qu'on va. Alors, certains d'entre vous me connaissent, je ne fais pas la langue de bois, donc je vais vous dire les choses comme elles sont, en réalité et en transparence. J'ai toujours été comme ça, c'est ma responsabilité de vous parler, et donc je vais essayer de le faire le plus clair possible. Si à un moment donné vous avez des questions, il y a Christian qui a un micro qui est devant moi, qui pourra le passer dans la salle, et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Je crois que ce qui est important, c'est qu'à l'issue de cette réunion, ce dialogue, je l'espère, on va avoir entre nous, vous allez être en mesure d'avoir les réponses que vous attendez, et vous allez pouvoir sortir en vous disant, au moins, on sait maintenant où on en est, où est-ce qu'on en est réellement. Voilà. Alors, je crois qu'il y a trois sujets importants qu'on va aborder. Le premier, c'est la cession du site et la question du repreneur. Le second, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais le site n'est pas repris, ou s'il était repris et que les choses se passaient mal. Et enfin, quel est le timing, c'est-à-dire dans quel temps, dans quel calendrier on s'inscrit. Alors, avant de commencer, pourquoi est-ce qu'on est là? Parce qu'on se dit... Alors, pourquoi on est là? On est là parce que malheureusement, on est dans un secteur qui s'appelle le secteur du papier, d'impression-écriture. Je vais vous donner 2-3 petits éléments pour que vous compreniez bien. Le premier, c'est que les volumes de papier, de consommation, d'utilisation du papier, en 5 ans, ont baissé de 40%. Je vais vous donner 2 exemples pour qu'on comprenne pourquoi et qu'est-ce qui se passe. C'est la problématique des catalogues. Il y a quelques années, lorsque vous y allez acheter une voiture, vous rentriez chez un concessionnaire automobile et vous aviez des présentoirs, et sur ces présentoirs, il y avait des catalogues. Les catalogues, ils étaient faits comment? Ils étaient faits à partir de papier qu'on produisait et ensuite qui était imprimé. Vous allez demain chez un concessionnaire automobile, vous lui demandez un catalogue, il va vous rire au nez. Il va vous dire, monsieur ou madame, allez sur Internet, regardez ce qu'il fait, et là vous allez pouvoir customiser votre modèle de voiture tout seul. Et donc malheureusement, des parties importantes de nos débouchés disparaissent. Vous prenez l'industrie bancaire, avant vous allez dans une agence, dans une succursale bancaire, vous aviez là aussi énormément de documents qui étaient imprimés. Aujourd'hui, ils ne sont plus imprimés. On vous dit, allez sur Internet, vous recevez même chez vous, n'imprimez plus vos factures, n'imprimez plus. Et donc effectivement, la conséquence de ça, malheureusement, c'est que notre marché diminue chaque année de manière importante. L'année dernière, on a perdu 7% en volume. On espérait tous que ce soit plutôt 2 ou 3%. Et donc malheureusement, voilà, la consommation de papier diminue. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est là. Alors une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le 10 avril, on a annoncé une restructuration. Une restructuration importante. Cette restructuration, évidemment, elle est industrielle, et vous êtes bien placé malheureusement pour le savoir, mais elle n'a pas été qu'industrielle, elle a également été financière. Et je dirais que là, tout le monde a fait des efforts. En premier, les banques. Vous savez que l'endettement d'Arjowiggins, à l'époque, donc avant le 10 avril, s'élevait à plus de 450 millions d'euros. Aujourd'hui, notre endettement est à 125 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banquiers ont abandonné leurs créances. C'est-à-dire qu'ils ont fait un abandon, ils ont décidé qu'eux-mêmes, que l'endettement d'Arjo ne serait plus de 450, mais de 125. Et les actionnaires nous ont donné en parallèle de l'argent, parce qu'effectivement, on avait des problèmes de liquidité, c'est-à-dire qu'on ne savait plus comment on pouvait avancer et payer. Dans ce cadre-là, et j'y reviendrai tout à l'heure, on a un plan. Le plan, c'est-à-dire pour obtenir ces abandons de créances, pour obtenir de l'argent de nos actionnaires, on a présenté un plan. Et dans le cadre de ce plan, évidemment, on a des décaissements et des dépenses, notamment sur la cession de sites et ou la fermeture, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est évidemment dans ce cadre de ce plan qu'on s'inscrit. Alors on ne s'inscrit pas dans ce plan uniquement pour faire plaisir, en pensant qu'on fait un plan. Parce que derrière, aujourd'hui, on ne génère pas d'argent, on ne génère pas de cash flow. Globalement, Arjowiggins dépense plus qu'il n'a de recettes. Et donc face à ça, dans le cadre de ce plan, eh ben, on essaye évidemment de le tenir avec un calendrier qui est le calendrier dont on va parler tout à l'heure. Alors un mot sur la cession.
je crois qu'il y a 3 points qu'il faut savoir. D'abord, le premier, on a pris effectivement un cabinet, le cabinet Ernst & Young, qui est au départ un cabinet d'expertise comptable, qui est un cabinet mondial et qui a également ce qu'on appelle une activité de fusion et d'acquisition. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont des spécialisés soit pour vendre des sociétés, soit pour vendre des actifs de sociétés. Pourquoi est-ce qu'on s'est adressé à eux? Parce qu'effectivement, on ne peut pas faire tout seul. Ce sont des gens très compétents, ils sont présents partout dans le monde. C'est notamment eux qui ont travaillé avec UPM sur l'usine de Strassel, qu'ils ont réussi effectivement à revendre avec un repreneur. Donc c'était des gens crédibles qui pouvaient vous aider. Donc la première chose qu'on a faite, c'est clairement essayer de s'adresser à des gens spécialistes et compétents pour nous aider dans le cadre de cette session. Le deuxième point, c'est que l'État français, vous savez que la BPI est au capital de Sequana et donc indirectement d'Arjo, l'État français, Bercy en particulier, suit avec grande attention la manière dont on avance sur ces opérations de cession. Donc on travaille également avec eux. Il y a l'Agence française des investissements étrangers. On a été 2 fois à Bercy, on y retourne encore dans 3 semaines, parce que l'État souhaite s'assurer qu'effectivement on met tout en œuvre, et je le dis, je mets tout en œuvre personnellement également, pour essayer de trouver un repreneur. Donc vous avez un cabinet spécialisé qui nous aide dans le cadre de cette session. Il y a également l'État, à travers le ministère des Finances, qui travaille au quotidien avec nous sur ces opérations de cession. Un petit point précis que je voudrais faire sur cet aspect-là, c'est ce qu'on a appelé la clause de non-compétitivité. Alors je ne sais pas si tout le monde a compris ce que ça voulait dire, et il est vrai que initialement, on avait prévu de ne pas approcher nos concurrents. Pourquoi? Parce qu'on ne souhaitait pas effectivement renforcer la compétence de nos concurrents. On a retiré dès le début cette clause dite de non-compétitivité ou de concurrence qui fait qu'aujourd'hui on a approché intégralement la totalité de nos concurrents en leur proposant de racheter l'usine de Viserne. Donc cette clause de non-compétitivité ou dite de non-concurrence n'existe pas. Elle était certes dans les documents initiaux, nous l'avons retirée, j'ai d'ailleurs envoyé une lettre à ce titre, et vous le savez, donc il n'y a plus de clause de non-compétitivité, c'est un sujet aujourd'hui qui est derrière nous. Alors, où est-ce qu'on en est sur le repreneur? Aujourd'hui, on a approché plus de 148 sociétés, partout dans le monde, en Asie, aux États-Unis, en Europe évidemment, et aujourd'hui, malheureusement, on a la marque d'intérêt uniquement d'un repreneur avec lequel nous travaillons. Ce repreneur a un certain nombre de clauses de non-confidentialité. On est en discussion avec lui. On doit le revoir avec Agnès d'ici une quinzaine de jours. Il est en train d'établir un plan. Et donc on essaye de voir dans quelle mesure ce plan pourrait permettre à l'usine de Viserne de continuer. Alors, je ne voudrais pas vous faire des petits cours de finance, mais je vais essayer d'être assez clair dans ce propos qui me paraît là important. Aujourd'hui, je suis évidemment prêt à céder, entre guillemets, l'usine de Viserne pour 1 euro, mais pas seulement. Dans le cadre de notre plan, dont je parlais tout à l'heure, on a évidemment prévu une enveloppe dans le cas où malheureusement l'usine devrait être fermée et qu'on devrait financer un plan social. Je suis évidemment prêt à aider le repreneur dans le cadre de cette reprise. C'est-à-dire que je suis prêt à lui laisser de l'argent à partir du moment où il a un plan crédible, en lieu et place des indemnités de licenciement que j'avais prévues dans mon plan, si jamais effectivement il y a un plan qui est crédible. Mais il faut que vous compreniez bien que c'est un jeu de vase communicant. C'est-à-dire que je ne pourrais pas tout faire. Je l'ai expliqué tout à l'heure, on est dans une situation difficile d'un point de vue financier. On a prévu une enveloppe globale pour l'usine de Viserne. Mais si demain, on ne peut pas à la fois dire on va donner beaucoup d'argent au repreneur pour lui permettre de reprendre l'usine, et en plus de ça, financer un plan social. C'est-à-dire qu'il y a un montant global. Dans le cadre de ce montant global, on fera tout pour que les choses se passent bien et que l'usine de Viserne continue, mais je ne pourrais pas faire les deux. Je ne pourrais pas à la fois d'un côté dire il y a un PSE entre guillemets financé en totalité par Arjo, et puis de l'autre côté, Arjo va aussi donner de l'argent au repreneur pour qu'il puisse continuer. C'est vraiment un jeu global de vase communicant. J'ai eu des questions sur la sous-traitance. La sous-traitance, c'est pareil. Dans le cadre d'une reprise, je suis évidemment prêt à organiser de la sous-traitance pour l'usine de Viserne pendant un temps indéterminé, mais ça va me coûter de l'argent. C'est autant d'argent, de la même manière, que je ne pourrais pas laisser. Donc si on dit il y a un volet social, un volet reprise et un volet sous-traitance, il faut que l'ensemble de ce volet-là, qu'on va chiffrer, corresponde à l'enveloppe globale que j'ai prévue dans le cadre de mon plan. Donc j'espère que j'ai été clair, mais je crois que c'est vraiment un point qui est très important. Et donc ça veut dire derrière que ma responsabilité, pour devancer peut-être une question que vous avez, ma responsabilité vis-à-vis du plan, avec Agnès notamment, c'est de nous assurer à un moment donné que le plan est crédible et viable. Le pire serait pour vous, ça je le dis de manière transparente, qu'on finance une reprise de l'usine, qu'on finance des investissements, et que malheureusement dans 12 mois, les choses ne se passent pas comme prévu,
Et derrière, il n'y aura plus d'argent, et il n'y aura donc pas d'argent pour le plan social. Parce qu'Arjo aurait tout laissé, potentiellement dans le cadre de ce plan de reprise, mais laissant tout, derrière, si jamais les choses ne se passaient pas bien, malheureusement, il y aurait un problème pour financer les plans de licenciement. Donc on est aussi extrêmement vigilant pour s'assurer derrière que le plan de reprise ou l'éventuel repreneur qui sera là, effectivement, aura un plan crédible, viable à long terme, et ça sera vraiment dans votre intérêt. Donc voilà le petit point sur la reprise. Évidemment, je pourrais ensuite répondre à vos questions. Alors, derrière, sur un peu la situation en Inde d'un point de vue social, vous savez qu'on a eu une R1 qui s'est tenue le 29 octobre. Aujourd'hui, on attend les remarques de la directe et on devrait lancer dans les jours qui viennent une convocation pour la R2 afin de pouvoir avancer avec vous les négociations. Je tiens à vous préciser, comme je vous l'ai déjà dit, je le redis encore de manière très claire, que de toute manière, je prends l'engagement ferme devant vous, je l'ai pris pas seulement devant vous, je l'ai pris devant vos représentants, je l'ai pris également devant l'État, aucune lettre de licenciement, quoi qu'il arrive, ne partira avant le début du mois de juin 2015. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. J'ai essayé d'être bref, mais j'espère le plus clair possible. Donc je vous propose maintenant de vous passer la parole. Et donc, avec Olivier, Agnès et moi-même, on est évidemment prêts, et je suis évidemment prêt à répondre aux questions que vous pouvez avoir. Bonjour. Pourquoi ne pas avoir injecté les 42 millions prévus pour la fermeture de notre site dans l'unité de désancrage sur Huizère et dans l'investissement de la recherche de nouveaux produits? Alors, d'abord, cette enveloppe de 42 millions, c'est un chiffre qui englobe beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle les provisions comptables qui ont été passées. Dedans, il y a un certain nombre d'éléments. Et donc, aujourd'hui, dans cette enveloppe de 42 millions, il y a plusieurs choses, dont l'éventuel plan de licenciement. Pourquoi est-ce qu'on a décidé aujourd'hui de ne pas, entre guillemets, réinjecter de l'argent et avancer sur cet aspect-là? C'est que toutes les études, malheureusement, que nous avons faites, nous, par rapport à notre métier, par rapport au métier d'impression-écriture, ne nous permettait pas de rentabiliser cet investissement. Et on n'avait pas le sentiment, à partir de là, de tout ce qu'on avait pu faire, même si on remettait de l'argent, que les choses, voilà, entre guillemets, auraient été rentables et nous permettaient de gérer du cash flow. Moi j'ai une question, c'est, bon, vous êtes en contact avec un repreneur. Aujourd'hui, combien de personnes garderait-il? Alors, moi je ne suis pas le repreneur, hein, mais évidemment on a des discussions avec lui. Je ne sais pas. C'est un des points sur lesquels on a insisté lourdement avec Agnès. On a besoin de comprendre ce qu'il veut faire, avec qui et comment. Aujourd'hui, je crois qu'il a laissé entendre qu'il était prêt à reprendre tout le monde. On veut être bien sûr que c'est quelque chose de réaliste. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous donner cette information, c'est à lui, effectivement, de présenter son plan, mais on va dire que j'ai un certain nombre de doutes sur sa capacité à reprendre la totalité du personnel de l'usine de Vizerne. Mais je ne préjuge de rien, c'est à lui de faire son plan, d'avancer sur le sujet. Et évidemment, s'il peut reprendre la totalité de l'usine, je serai très content. Déjà, ne me prends pas sur mes propos, hein. Je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas qu'il reprenne la totalité du personnel. Je dis juste, il faut que dans son plan, il soit suffisamment crédible pour que vous puissiez y croire, et nous aussi. Aujourd'hui, voilà, il ne me l'a pas en tout cas démontré à ce stade. Je voudrais revenir là, sur la clause de non-compétitivité. Vous dites l'avoir levée pour l'approche, donc pour rechercher un éventuel acquéreur. Mais au niveau de la négociation avec cet acquéreur, est-ce que vous accepteriez qu'il entre en concurrence avec vous? Alors, on accepterait, pendant un moment donné, qu'il fasse de la sous-traitance. C'est-à-dire que derrière, pour que l'usine puisse repartir et que les choses puissent avancer, évidemment, a priori, ça sera difficile pour lui de lancer tout de suite des nouveaux produits qui ne seront pas des produits concurrents de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre-là, on est prêt à mettre de l'argent, entre guillemets, pour que l'usine puisse tourner et qu'il y ait la sous-traitance qui soit faite pour Arjo Graphique. À long terme, notre souhait, évidemment, c'est que l'usine de Vizerne ne fasse pas concurrence à nos activités que nous maintenons et que nous conservons. Donc oui, on approche tous nos confrères, ça a été fait. Oui, on est prêt pendant un moment donné pour que l'usine de l'Ain puisse fonctionner, d'avoir de la sous-traitance, donc c'est-à-dire qu'on continue ici à faire des produits qu'on fait déjà, mais à long terme, on souhaite que ce soit de nouvelles activités qui soient développées à l'intérieur de l'usine de Vizerne.
Et Agnès précise, ce qui est tout à fait le cas de l'acquéreur pressenti. Et aujourd'hui, il travaille sur un projet de reprise avec une activité tout à fait nouvelle et très différente de ce que vous faites aujourd'hui. Mais c'est quoi court terme et long terme? C'est dans le cadre des discussions justement qu'on doit avoir avec le repreneur. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a une enveloppe globale, il faut qu'on regarde derrière qu'est-ce que ça nous coûte, et donc en fonction de ça, on se déterminera. Alors long terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre 18 et 24 mois. Une sous-traitance normale pour relancer, alors peut-être 36 mois avec quelque chose qui baisserait au fur et à mesure, mais c'est cet horizon de temps, entre 18 et 36 mois. Messieurs, dames, bonjour. Pouvez-vous nous communiquer plus d'informations sur le deuxième candidat potentiel à la reprise, son nom et son projet? Allez-y. Non, mais c'est Monsieur Lebar. Non. C'est Monsieur Lebar. C'est Monsieur Lebar. C'est Monsieur Lebar. Monsieur Lebar. La question n'est pas Madame Lebar, elle n'est pas là. Ok, il y a des informations qui... C'est Monsieur Lebar. Non, mais c'est pas vous qu'on veut entendre. On veut entendre Monsieur Lebar. C'est bien Monsieur Lebar. Courrier, c'est ça. Voilà. Non mais attends, monsieur Lebar, vous savez quoi? Il travaille en équipe. Donc ça veut dire quoi qu'il travaille en équipe? Ça veut dire qu'il travaille aussi avec Madame Roger. Et donc vous allez être gentil, vous allez laisser Madame Roger s'exprimer. Non, on va pas être gentil du tout, vous n'êtes pas gentil avec nous. Et vous donnez... Vous nous foutez notre grosse gueule dehors. Qu'elle a à vous communiquer. Non. Ouais, voilà. Si vous ne voulez pas de réponse sur le deuxième candidat, je n'en donne pas. Si, mais pas par vous. C'est à Monsieur Lebar qu'elle a été posée la question. Il n'est pas au courant que ça m'est arrivé. Okay. Ouais, il est jamais au courant de rien. Il n'est pas au courant qu'il va avoir 307 chômeurs. Oui. Ok, donc le deuxième investisseur... Non, mais c'est pas vous qu'on veut entendre. Pour nous dire qu'il se désistait. C'est pas vous qu'on veut entendre. C'est Monsieur Lebar. Non, mais c'est pas toi non plus. C'est pas toi. Non, mais moi, c'est lui que je veux entendre. Donc, moi aussi, je m'en fous de toi. Le deuxième acquéreur s'est désisté, puisque c'est Bande de quelqu'un faux qui cul, travaille avec un réseau d'investisseurs hors Europe, et que ces investisseurs n'ont pas souhaité poursuivre le dossier. Donc maintenant, nous avons un candidat, et c'est celui dont Pascal vient de parler. Merci. Madame Roger, depuis quand, Monsieur Lebar? Depuis quand c'est désisté? Depuis jeudi. C'est quand même incroyable, j'ai reçu des documents, je me présente, je pense que vous connaissez, M. Chouanet, secrétaire du CE. Je pense que c'est quand même dommage, c'est que j'ai reçu un document et à jeudi, j'avais encore 2 personnes potentielles par rapport au repreneur. Je remercie de votre franchise. La franchise, elle est faite, puisqu'on vous dit, effectivement, moi je vous parlais du repreneur que je connais, que j'ai rencontré, et je vous l'ai dit, je vais le revoir encore dans 15 jours. L'autre, je ne le connaissais pas, et il a laissé tomber le dossier la semaine dernière. Donc on n'a pas cherché à vous désinformer, c'est arrivé jeudi. Voilà. Il a été dit à la dernière réunion au ministère que vous aviez diffusé les noms des repreneurs qui s'étaient désistés. Aujourd'hui, les organisations syndicales, on n'a rien eu. Pourquoi? Je crois pas qu'on ait dit ça. Si, vous l'avez dit. Je crois pas qu'on ait dit ça. On a dit qu'on allait communiquer cette information à l'État, et l'État a cette information. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire, parce que lorsque vous vous approchez des gens comme ça, vous signez, c'est la règle, ce qu'on appelle des règles de confidentialité, qui fait que vous vous interdisez, et les gens vous demandent, vous interdisent de vous donner le nom des gens qui avaient montré un intérêt. C'est tout, c'est purement légal. Et c'est pas que je ne veux pas vous donner l'information, c'est que j'ai pas le droit de le faire. On a une autre question ici? Oui. Vous avez un entretien avec M. Vessière le 3 novembre. On va lui savoir ce qu'il résulte. C'est ce que je vous ai dit. Donc on a commencé à discuter avec lui, il nous a présenté son plan, et on lui a demandé de préciser son plan, de travailler un peu sur le sujet, parce que c'était un plan qu'on a trouvé intéressant d'un point de vue technique, mais pas suffisamment détaillé, chiffré et compréhensible d'un point de vue financier et d'un point de vue social. J'ai une question tout à l'heure de monsieur qui est assez claire, notamment sur cet aspect-là. On a jugé que sa déclaration, son intention de dire qu'il voulait faire fonctionner l'usine en reprenant la totalité du personnel au regard de son projet nous paraissait, en tout cas, questionnable. Et donc on lui a demandé de travailler sur le sujet, il est en train de travailler sur le sujet avec son partenaire, et donc on le revoit d'ici 15 jours, avec l'État d'ailleurs, puisque l'État est partie prenante à la discussion, pour qu'il nous présente un plan un peu plus détaillé et plus chiffré, pour qu'on comprenne bien quels sont ses besoins réels en termes d'argent, qu'on comprenne également comment, globalement, il va financer cet aspect-là, quels sont les investisseurs qu'il aurait avec lui. Voilà, des questions qui nous paraissent assez fondamentales pour nous, mais pour vous également. Et donc là, je mets clairement je dirais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma responsabilité. Je ne veux pas, je vous le dis bien, et à un moment donné, on en parlera, on décide, vous poussez dans les bras de quelqu'un
qui serait, et je suis désolé, c'est pas de M. Vessière dont je parle, mais qui pourrait avoir un aspect un peu un aventurier, et quelque part qui n'a pas grand-chose à perdre. Mais derrière, ceux qui perdraient tout, c'est vous. Hein. Donc notre responsabilité à nous par rapport à ça est aussi de juger notre âme et conscience, la crédibilité ou pas du repreneur. Je crois que c'est important. Hein. Vous ne croyez pas que nous on a plus à perdre? Vous ne croyez pas qu'on a déjà des gens qui cadrent? Au mois de juin, on va faire cadre. Non, mais au mois de juin, je vais nourrir mes enfants. Vous voyez directement. Bah, déjà, la première... Non, mais déjà, la première chose, c'est que dans le cadre du PSE, à supposer qu'effectivement l'usine ne soit pas reprise, vous allez quand même avoir des conditions de départ, vous allez quand même essayer d'avoir des conditions de... Des conditions de départ qu'on va essayer de rendre correctes. Alors, après, vous pouvez m'engueuler, dire c'est un con. Là, vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on a annoncé le plan le 10 avril 2014. Ça durera l'usine continuera à fonctionner jusqu'à juin 2015, et que derrière, d'un point de vue indemnité, je pense qu'on fait les choses correctement. Alors effectivement, je préférerais que l'usine, si elle n'était pas reprise, ne ferme pas, c'est absolument évident. Pensez pas une seconde que ça me fait plaisir. Si je le fais, c'est que je considère aujourd'hui que c'est ma responsabilité, et j'ai pas le choix de faire autrement. Mais je considère aussi que dans votre malheur, on fait les choses correctement. Et si je viens vous voir, c'est que, effectivement, je suis pas très fier de ce qui se passe, mais d'un autre côté, je trouve, personnellement, qu'on fait les choses correctement. Voilà. Je vais vous donner un petit exemple, juste pour que vous compreniez. Aux États-Unis, à Appleton, on a un petit peu le même problème qu'ici. Il y a le double du personnel, un peu le même problème ici. Si jamais, et on essaie également de trouver un repreneur, et on se bat pour ça, et de la même manière, on mettra un peu d'argent dans le cadre d'une éventuelle reprise d'Appleton. Et si jamais Appleton, ça ne fonctionne pas, vous savez ce qui se passe? Eux, ils partent sans rien. Du jour au lendemain, c'est terminé. On fait la paye de la fin du mois et c'est fini. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la loi américaine, c'est comme ça, etc. Pour le reste, je pense qu'on essaye quand même de faire les choses correctement. Comme dans Daloum, ils sont partis avec rien. Pardon? Daloum, ils sont partis avec rien. Parce qu'ils n'ont pas de protection sociale. Si. Non, Daloum, c'est pas vrai. Ils sont partis avec quelque chose, effectivement, dans des conditions beaucoup plus rapides que de la manière dont ça se passe en France, effectivement, avec un montant qui est moins important. Mais avec une loi sociale qui n'est pas tout à fait la même au Danemark. C'est-à-dire que là, il y a une solidarité qui est tout à fait différente de celle que nous avons en France. Vous avez encore une question, puis après... Mais je reviens, donc à la question que vous posez, oui, je pense que le PSE, en tout cas ce qu'on prévoit de mettre dans le PSE, on essaie de faire les choses correctement et de traiter les jeux correctement. Voilà. C'est ce que je pense. Non, maintenant, j'ai encore une question, puis après, je vais vous ne croyez pas qu'il y a eu beaucoup de gâchis? Regardez, dans le bon estrade que vous êtes là, il y a eu 50 millions d'euros d'investis. Tout est parti à la ferraille. Vous ne croyez pas qu'il y a un peu quelque part, qui est un peu fou de nous? On ne s'est pas foutu de vous justement, parce que, excusez-moi de vous dire, on a justement essayé, et c'est bien ce que j'essaie d'expliquer, de tout faire et de se battre pour ça. Et donc effectivement, on a continué à investir en essayant et en pensant que le marché n'allait pas s'effondrer comme il s'est effondré. Je ne veux pas vous parler de moi à titre personnel, mais je vais juste donner un petit exemple. Moi, à titre personnel, j'ai acheté 20% de la boutique en 2007. Alors, c'était mes économies. Alors, on va peut-être dire que c'est beaucoup d'économies, mais j'ai absolument tout perdu. J'ai absolument tout perdu. Vous rigolez, mais j'ai tout perdu. Bah oui, non mais je ne vais pas d'emploi, mais c'est la réalité. Donc moi j'y ai cru aussi. Et en 2007, on s'est tous dit, effectivement, le marché du papier va baisser un peu, mais il ne baissera jamais dans les proportions dans lesquelles malheureusement il a baissé. Voilà. Maintenant, on va être franc. Vous savez très bien que votre truc à vous, c'est d'arrêter la fabrication. Vous voulez distribuer. Donc moi je vous dis carrément, à baisser sur prix, vous donnez encore un délai de combien de temps? 2 ans. Voilà. Répondez à ça, simplement. Non, mais c'est sûr, vrai, il n'y a pas de délai de 2 ans. Nous, on pense qu'aujourd'hui... Depuis 2008, j'ai trouvé un article sur Internet. Vous savez très bien. Non. Vous savez très bien. Non, vous voulez démanteler Arjowiggins. On veut absolument pas démanteler Arjowiggins. Malheureusement, l'évolution des volumes et du marché nous a poussé dans cette direction-là. Et la seule chose que j'ai dit après derrière, c'est qu'au niveau d'Antalis, qui est donc la filiale de distribution de Sequana, on est un leader mondial et c'est plus facile de bâtir une stratégie de leader dans une société de distribution. Je vais donner un exemple. Quand vous distribuez du papier, vous pouvez assez facilement derrière distribuer de l'emballage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez des entrepôts, au lieu de mettre dans les rayons d'emballage du papier, vous mettez des cartons. Vous mettez de la communication visuelle, mettez ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous savez bien, lorsque vous avez une machine à papier qui fait du papier couché, c'est pas en 2 secondes comme ça qu'on peut faire du carton. C'est aussi simple que ça. Donc la facilité de transformation, l'agilité entre guillemets, vous avez chez un distributeur, c'est pas la même chose que vous avez chez un producteur. C'est tout.
Et c'est pas du tout qu'on veut démanteler Arjo. C'est que malheureusement, les choses n'ont pas évolué en termes de volume comme ça a évolué. Alors, une nouvelle question. Oui, bonjour monsieur, Michel Wamnès au service planning. Donc, je résume le contexte. J'ai lu sur internet que le chiffre d'affaires de Sequano est en hausse de 4,3%. Votre excédent brut progresse de 1,3% par rapport à 2013. Votre résultat opérationnel s'élève à 50 millions à fin octobre 2014, contre 31 millions à fin 2013. Question. Comment expliquez-vous que Sequano renoue avec les bénéfices sur le dernier trimestre 2014? Est-ce grâce notamment à vos projets de restructuration des usines d'Arjowiggins, Wierzern, Charavin et celles des États-Unis? Si oui, est-ce que le business passe avant la sauvegarde des emplois et la vie de centaines de familles? Deuxième question. Est-ce que votre stratégie est désormais tournée vers la distribution? Alors, je suis désolé, je vais être un peu technique d'un point de vue financier, mais je vous ai mentionné tout à l'heure, là je vais commencer par le résultat net, je vous ai mentionné tout à l'heure que les banquiers, donc les banques, avaient abandonné pas loin de 350 millions d'euros. En échange, une petite partie un peu d'actions de Sequana qu'ils auront en 2020, c'est-à-dire en 2020 ils deviendront actionnaires de Sequana, et pour le reste ils ont tout simplement abandonné leurs créances. Alors pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Je vais vous expliquer ça de manière très simple. Parce que sinon... C'est pas toi qui choisis. S'il vous plaît, oui, il y a une question, mais il m'empêche de la donner à la personne qui voudrait la poser. Ah non, mais attends, il se passe partout, il ne veut pas le donner. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, continuez sans règle. On me pose une question sur l'échange. Donc en échange, ils ont quelques actions, sur le reste, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que sinon on fait faillite. Et qu'à un moment donné, les banquiers, voilà, ils ont compris qu'on n'avait pas d'autre solution que de faire ça. Et pourquoi on faisait faillite? Parce qu'on perdait de l'argent, et on en perdait beaucoup. Donc certes, d'un point de vue artifice comptable, les 350 millions, une partie passe en gain comptable, et donc font que la société dégage un profit, mais ce profit, il est uniquement sur le papier, il n'y a pas de profit. C'est uniquement un exercice comptable qui fait qu'on passe une écriture qui permet de dégager un profit exceptionnel, en réalité, qui est l'abandon des banques. Donc on ne gagne pas d'argent, on est toujours négatif. Alors maintenant, sur la progression du chiffre d'affaires et de l'EBE, deux remarques. La première, c'est que la progression du chiffre d'affaires, elle vient d'Antalis, parce que Antalis a acheté l'activité de distribution de papier de bureau de Xerox en Europe. Et dans ce cadre-là, il y a un effet mécanique, donc un effet de périmètre, qui fait qu'on affiche un chiffre d'affaires en croissance. Alors en fait, il n'est pas en croissance, il est en baisse de 4%. Mais on a plus 8% lié à l'augmentation de Xerox. Et quant au résultat, de la même manière, c'est l'apport des profits que fait l'activité de distribution de Xerox qui fait qu'on a un EBE qui progresse. Voilà. Donc la réalité, c'est qu'à périmètre constant, on continue. Ça traîne dans Toulouse, mais enfin, je vois qu'on est en 2004. Alors, si j'avais pris la décision de vendre Arjowiggins en 2008, je constate qu'en 2014, j'ai en tout cas pas réussi à le faire, parce que c'est toujours à l'intérieur du périmètre. Donc il y a tout un tas de rumeurs qui sont sorties en disant il va vendre, il va vendre, il va vendre. Il s'avère que j'ai pas vendu, puisque la preuve, c'est qu'on est aujourd'hui ensemble. Donc vous savez, les rumeurs et la mauvaise interprétation ou la volonté de passer des mauvaises rumeurs, c'est malheureusement une réalité. C'est pas le cas. Ah, c'est marqué d'ici 2016 quand même. On n'est pas encore en 2016. C'est marqué d'ici 2016. Je sais pas où est-ce que j'ai vu ça. Moi, je sais pas où est-ce que vous avez vu que j'avais déclaré que d'ici 2016, on sortirait de l'activité production. Si vous me permettez 5 minutes, donc je ne cherche pas. Je vous fais lire. Oui, mais c'est un tract. Non, c'est pas grave. Sur le net. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à la lire devant tout le monde? Non mais attendez, si vous lisez que Pascal Lebar a déclaré que d'ici 2016, je pense que c'est faux. Voilà, j'ai jamais dit ça. Donc peut-être qu'il y a des gens qui écrivent des rumeurs et qui parlent à ma place. Moi je vous dis, je ne l'ai pas dit. Voilà. C'est factuel. Et je dis d'autant plus. C'est d'autant plus la preuve qu'on est en 2014 et que je ne l'ai pas fait. Oui. Attendez, je vous entends pas, excusez-moi. Attends, s'il vous plaît. Je vais donner le micro tout de suite. Une seule question. Les engagements en matière de transition que vous avez pris
sur le site de Charavine sont-ils tenus? Allez-vous nous faire la même chose? Les engagements que j'ai pris sur le site de Charavine, ils sont parfaitement tenus. Alors à propos de tracts et de rumeurs, parce qu'on parle de tracts et de rumeurs, moi j'ai lu partout que j'allais pas tenir parole et que dès que le PSE serait négocié, la première chose que j'allais faire, c'est arrêter l'usine et mettre les gens dehors. Alors il y a un exemple vivant, il s'appelle Charavine. Le PSE, il a été négocié, accepté, approuvé par la directe, ça il y a maintenant à peu près un mois. À ma connaissance, l'usine Charavine, elle n'est pas fermée, elle tourne et est encore en discussion avec au moins un repreneur sérieux sur le site. Et de la même manière que ce que je vous ai dit, il n'y aura pas de licenciement à Charavine avant le début du mois de juin 2015, de la même manière qu'ici. Donc à propos de rumeurs et de tracts, moi c'est ce que j'ai entendu, regardez l'usine de Charavine, voilà, j'ai tenu parole et je continuerai à tenir parole. Et de la même manière ici, comme je l'ai fait pour Charavine. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Sur quoi? Je suis revenu sur une seule chose. Je suis revenu sur une seule chose. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est la clause de compétitivité. La vérité, la seule chose sur laquelle je suis revenu, c'est la clause de compétitivité. Ça c'est vrai. Sur quoi, pardon? Mais non, attendez, dans la clause de compétitivité, ça entend évidemment la sous-traitance. Évidemment la sous-traitance. Sur une durée, je l'ai dit encore tout à l'heure, à déterminer entre 18 et 36 mois. À mort. Moi, je tout le temps. Bon, écoutez, non. Je change pas du tout de parole, c'est faux, donc vous pouvez affirmer des choses, moi j'affirme le contraire. Et je reconnais bien volontiers devant vous qu'effectivement, j'ai changé, pas de parole, de position au regard de la compétitivité, à la fois sur l'approche de concurrents et à la fois sur la capacité possible d'avoir un peu de sous-traitance pendant une durée à déterminer de 18 à 36 mois. Oui, ça c'est vrai. Là, à la demande de l'État, j'ai changé ma position à cet égard. Ça c'est vrai. Qui nous dit Monsieur Le Maire, s'il vous plaît. Monsieur Le Maire, moi je voudrais revenir, je ne vais pas terminer ma question, j'ai laissé parler le collègue. Vous avez dit qu'il y a des tracts et tout ça, bon, ils sont faux apparemment d'après ce que vous dites, sur des fermetures de sites. Pouvez-vous nous donner le nombre de papeteries que vous avez fermées chez Arjowiggins, chez Guana, depuis votre arrivée, s'il vous plaît? Ça serait bien, ça ferait taire les rumeurs. De papeterie que j'ai fermée, oui, j'en ai malheureusement fermé quelques-unes. Je m'amuse pas, vous voyez, comme un avion de chasse, à cocher le ticket, voilà, je suis content parce que j'ai fermé telle et telle machine. Non, ça m'intéresse pas, c'est pas comme ça que je raisonne. C'est que malheureusement, et je l'ai déjà dit, l'évolution du marché m'a poussé à prendre des décisions douloureuses, mais pour l'avenir de l'entreprise, j'avais pas d'autre choix que de les prendre. Et donc je m'amuse pas à cocher dans la case, j'ai fermé tant d'usines, ça m'intéresse pas. Monsieur le maire, moi je vais vous le donner le chiffre, je le connais. C'est 13, un mauvais chiffre, 13. Voilà, je le connais. Alors j'aimerais mettre... Par contre, monsieur le maire... mais là aussi, excusez-moi, je ne peux pas laisser dire ça. J'ai pas fermé 13 papeteries. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Il n'y en a pas 13, c'est faux. Combien? C'est faux, je ne sais pas, mais il n'y en a pas 13. Donnez-moi le nom des 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 13 papeteries. Allez-y. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je vais vous les donner. Je les ai pas là, ils sont notés au local, je vais vous les donner. Il n'y a pas de souci. Il n'y en a pas 13. Il n'y en a pas 13. Il n'y en a pas 13, c'est faux. Non, bon. Par contre, monsieur le maire, ce qui serait bien, c'est de répondre à la question de ce garçon que vous n'avez pas répondu, de David. Je pense que vous n'avez pas répondu entre est-ce que vous choisissez dans le business avant la sauvegarde des emplois et la vie de certaines familles, est-ce que vous pensez que vous allez plutôt partir vers la distribution que la fabrication? C'était sa question, vous n'avez pas répondu. Eh bien, je réponds, on reste tout à fait dans la fabrication, avec un périmètre certes réduit, mais on reste dans la fabrication. Voilà, là, je réponds clairement à la question. Mais à la question aussi que vous posiez, moi je vais vous donner un autre chiffre, parce que vous avez très envie de parler de chiffres.
Tout à l'heure, je mentionnais que l'endettement de Sequana était passé de 450 à 125. En termes de liquidité, hein, c'est-à-dire c'est l'argent qu'on a en poche, notre liquidité depuis l'annonce du 10 avril, vous savez de quoi elle est passée? De combien elle s'est réduite? Juste pour savoir. Juste pour que vous compreniez ce que ça signifie, ce que ça veut dire. Ça, là, par contre, vous ne savez pas, pourtant, c'est dans les documents de référence aussi. Ça, on l'explique de manière claire. On n'avait pas loin de 60 millions de liquidités en caisse. C'est-à-dire qu'on avait 60 millions d'argent sur notre compte bancaire. Vous savez combien on est aujourd'hui? 35. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? 65, 35. Ça veut dire qu'on a consommé 25 millions d'euros de cash. Donc vous ramenez ça en termes de mois, on continue comme ça jusqu'au mois d'avril, qu'est-ce qui va se passer? Comment on fait? On continue à bouffer du cash, et puis quand le cash est à zéro, qu'est-ce que je fais? Je vais voir mes amis banquiers en leur disant il faut remettre de l'argent. Vous pensez qu'ils vont m'accueillir avec bonne volonté? Les actionnaires, ils ont mis depuis effectivement 2 ans 250 millions d'euros qui ont permis d'amener la liquidité. Pourquoi? Parce qu'on ne génère pas de cash. On en bouffe. On en bouffe. On dépense plus d'argent que ce qu'on gagne. Alors après, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez crier comme vous voulez. Ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, on perd de l'argent. Et on n'a pas d'argent. Voilà, c'est ça la réalité. Ça a l'intérêt, monsieur Le Maire, parce qu'au mois de juin, on a une autre question ici. On va dire la même chose. Au mois de juin, on va Bonjour. Quel est le prix de vente de l'usine aujourd'hui? Le prix de vente de l'usine d'aujourd'hui, je l'ai dit de manière claire, c'est 1 euro plus de l'argent. À partir du moment où effectivement il y a un plan de reprise qui est efficace et intelligent. Donc aujourd'hui, on est prêt à céder l'usine pour 1 euro et on est prêt à aider un repreneur, effectivement, dans le cadre du plan de reprise. Je le redis, d'où vient cet argent? Eh bien cet argent, c'est le montant qu'on a prévu dans le plan qu'on a présenté en avril, dans le cadre, malheureusement, s'il n'est pas reprise, du montant des coûts de licenciement. Voilà. On a une nouvelle question. Il avait dit 1 euro. Oui, bonjour. Je lui ai dit 1 euro plus de l'argent, oui, bien sûr. Bien sûr, je lui ai dit. Excusez-moi, je l'ai dit publiquement, il est parfaitement au courant. Et d'ailleurs, il compte sur Arjo Wiggins pour financer son plan, je vous rassure. Ça, il a bien compris. Parce qu'une des questions qu'on a aussi par rapport à lui, c'est lui combien d'argent il met. Est-ce qu'il est investisseur et comment ça fonctionne? Donc nous, on est tout à fait prêts à aider. Je pense que peut-être, je ne sais pas qui, moi, des organismes régionaux ou l'État aideront peut-être également un peu dans le cadre de la reprise. Mais après, derrière, ce qui est intéressant de savoir, c'est lui, qu'est-ce qu'il amène comme argent sonnant et trébuchant. On a une question. Oui, bonjour. Dans le cadre du projet avec le repreneur, est-ce que vous y croyez, vous? Est-ce que c'est une solution pour sauvegarder l'emploi et en même temps pérenniser l'actionnariat et l'emploi? Est-ce que vous y croyez? Moi, nous, on peut y croire aussi. Alors, je vais vous répondre ce que je pense. Étant entendu que je n'ai pas encore tous les éléments qui me permettent d'avoir un jugement un peu tranché. Je comprends que d'un point de vue technique, l'idée n'est pas forcément mauvaise. Et donc, il y a vraisemblablement quelque chose, il y a matière à. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, une fois que je vous ai dit ça, j'ai deux points qui me paraissent importants. C'est le financement du projet, parce que c'est un projet qui coûte très cher, et c'est pas Arjo Wiggins, même en mettant la totalité, qui pourra financer la totalité du projet. Et donc j'ai une question par rapport à ça sur est-ce qu'il y a des investisseurs, qui sait, est-ce qu'ils ont vraiment de l'argent, qu'est-ce qui peut aider derrière? Et là j'ai pas de réponse. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il est vraisemblablement parti sur un projet au départ en disant qu'il reprenait la totalité du personnel. Je me permets, je l'ai déjà dit tout à l'heure, d'avoir quelques doutes sur sa capacité à réellement le faire. Ce qui, et là je fais une parenthèse, veut dire de manière absolument évidente, que si ce n'était pas le cas, une partie du financement de la reprise et des investissements qui doivent être faits pour le projet va diminuer. Parce que de l'autre côté, évidemment, il faudra que nous, Arjo Wiggins, on finance le départ des gens qui seraient amenés à partir. Excusez-moi, je vais encore continuer. Depuis le début de l'année, on gagne un peu d'argent ici avec... je crois que je ne me trompe pas, on gagne un peu d'argent depuis le début de l'année. Donc est-ce que, avec le repreneur, s'il vous aide financièrement, là vous pouvez appuyer pour sauver l'emploi et en même temps voir un avenir un peu serein? Tout à l'heure on a dit à long terme ou à court terme, même sur 24 mois ou 36 mois. Mais par la suite, voir autre chose. Est-ce que vous y croyez? On peut vraiment voir à votre... Oui, non, j'ai compris votre question. Et ça revient à la remarque que je vous faisais précédemment. On fera tout, et je le dis, je ferai tout pour aider, dans la limite
des moyens que nous avons, qui sont ce qu'on a prévu, mais qui sont quand même très significatifs. Après, derrière, on ne peut pas tout faire. Et donc, tout revient à la question du repreneur sur sa capacité, lui aussi, à amener de l'argent et à investir. Parce que faire un peu de sous-traitance, payer quelques licenciements, laisser de l'argent à l'intérieur, tout ça c'est bien. Mais, vous voyez, après l'enveloppe, elle est forcément à un moment donné un peu réduite. Donc il faut que lui aussi démontre sa capacité, dans le cadre du financement de son plan, à lever de l'argent et à pouvoir en amener. Et là-dessus, je le redis, aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments matériels qui me permettent de me prononcer sur ce sujet. Mais je me permets d'attirer votre attention sur le fait que, voilà, c'est quand même un plan très ambitieux. Une nouvelle question. Bonjour. Lors d'un comité de groupe, il y a plus d'1 an, la fermeture de Dalum devait sauver l'usine de Wizerne. On voit qu'actuellement, bon, c'est pas le cas. La fermeture de Wizerne, elle va sauver quelle usine après? Pour le moment, d'abord on essaie de trouver un repreneur sur Wizerne. Bon, après, si malheureusement on n'en trouve pas, il faudra la fermer. Aujourd'hui, on considère que les réductions de volume et de capacité étant telles, c'est qu'on arrive avec un niveau de périmètre qui derrière permet de tenir malgré des baisses de volume, en étant plus que sur des activités de spécialité. Sur un an, c'est tout. Pardon? D'après vos propos, vous sauvez une usine que sur un an, c'est tout. Parce qu'après la fermeture du Dalum, ça sera la nôtre. Et la chose que vous avez dit ouvertement au comité de groupe, on a les PV, ça a sauvé Wizerne. Ça n'a pas duré longtemps. Hein. Malheureusement, l'évolution du marché a été telle, notamment du papier couché, et des volumes d'impression-écriture, et du surcapacité en Europe, et de la pression qu'on a sur les prix, qui a fait de manière claire que malheureusement on n'a pas réussi à tenir notre pari. Et c'est la baisse, je le redis, c'est la baisse du marché beaucoup plus importante que ce qu'on avait prévu. Une nouvelle question. Bonjour, donc moi je suis intérimaire et je voudrais savoir de janvier à juin 2015 si je vais encore avoir du boulot. Alors, là. Écoutez, a priori jusqu'au mois de mars, oui, clairement, puisqu'il a toujours été dit, et Agnès l'a réaffirmé aujourd'hui, qu'on tournerait normalement jusqu'à fin mars. Après, ça dépend un peu du calendrier de décroissance des volumes et des transferts sur BC. C'est du marché. Et du marché. Donc ça veut dire qu'au mois de mars, il y a le transfert des commandes. Donc de mars à juin, vous allez arrêter des machines. Tout ce qu'on dit, c'est que, comme vous le savez, on a un marché qui est un marché qui est à très court terme. Okay. Donc c'est un marché qui est à très court terme, donc c'est difficile pour nous d'anticiper quelle charge on aura à cette époque-là. Après, voilà, on a, le plan, c'est qu'on ne transférera pas nos commandes avant au moins le mois d'avril. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Mais vous savez qu'on a des carnets de commandes qui sont sur des horizons de 2 à 3 semaines. Les négociations avec les clients démarrent maintenant pour 2015. Donc c'est absolument impossible aujourd'hui de vous dire quel sera le taux de charge des machines, que ce soit ici ou à BC ou au Bourret d'ailleurs, pour cette période-là. Voilà, c'est tout ce qu'on peut commenter. Une nouvelle question? Oui, bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que vous preniez vos responsabilités envers les gens de Arjowiggins et donc notamment envers nous. Pourquoi venir presque 7 mois après nous annoncer une fermeture d'entreprise alors que vous n'avez pas eu entre guillemets le courage de vous déplacer le 10 pour venir nous le dire? Deuxièmement, qu'est-ce que vous risquez vous si vous n'arrivez pas à régler votre problème avec Wizerne qui a l'air de tenir quand même pas mal par rapport à ce que vous attendiez? Est-ce que vous ne risquerez pas facilement votre place à la tête de Sequoia? Je vous remercie de cette question. C'est au conseil d'administration de Sequoia qu'il faudrait poser la question et je suis sûr qu'il vous répondrait. Je ne sais pas du tout comme ça que voilà, je sens et je vois les choses. Je vais vous faire 2 remarques par rapport à ça qui me paraissent importantes. Un, pourquoi j'étais pas là le 10 avril? Le 10 avril, parce que j'étais avec mon conseil d'administration, mes banquiers, mes actionnaires, pour lancer l'augmentation de capital, qui était indispensable à la survie du groupe par rapport au problème de liquidité qu'on avait à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas venu. Mais ceci étant, Madame Roger était là, sauf erreur de ma part. Guy Léonard était à Charavine. Donc je crois que la direction générale du groupe a pris ses responsabilités et est venue. Pourquoi je viens 7 mois après? Parce que j'ai laissé un peu de temps. Je le mentionnais tout à l'heure, entre l'annonce du 10 avril et la R1 le 29 octobre, et ben voilà, je crois qu'on a laissé un peu de temps au dialogue, et à un moment donné, sentant qu'effectivement j'étais peut-être pas bien entendu, pas bien compris,
j'ai moi-même dit à vos représentants, évidemment, je suis disponible, et évidemment, j'ai pas de problème pour venir m'expliquer et parler à Viserne. Donc c'est 7 mois après, on est en pleine recherche de repreneurs, vous le savez. Je m'implique personnellement pour effectivement essayer de trouver faciliter les discussions, m'assurer par rapport à ce que je vous ai dit. Donc voilà, donc 7 mois après, je pense qu'il n'y a pas de problème. Une question. Je voudrais savoir depuis combien de temps le site de Viserne perd de l'argent et combien qu'elle a perdu. Écoutez, je crois que l'idée c'est pas de regarder ça comme ça. Il est clair que l'ensemble de la branche graphique en impression et écriture, aujourd'hui, perd de l'argent. Ce qui nous amène à prendre des décisions, certes un peu radicales, mais malheureusement l'évolution du marché, comme je vous l'ai dit, ne nous permet pas de toute manière de faire autrement. Et si je peux me permettre de dire quelque chose, c'est pas Carjo dans son coin qui le fait, malheureusement. Je crois que vous avez tous vu, et vous savez tous, que UPM le fait, l'a fait, que Stora Enso le fait, l'a fait, que Lecta le fait, l'a fait, que Sapi le fait, l'a fait, que Burbo fait pareil. C'est que malheureusement, la situation du marché en impression et écriture est telle que tout le monde a le même réflexe. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de capacité et que derrière, il n'y a pas de demande et il n'y a pas de marché. Une nouvelle question. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez 42 millions d'euros d'enveloppe en famille Viserne. Si le repreneur prend tout le monde, les 42 millions d'euros au repreneur. Alors 42, je ne vais pas rentrer dans les détails du chiffre, mais disons, supposons que le chiffre soit bien 42, oui, on pourrait laisser les 42, et je dis attention, hein, alors, attention, pour fermer l'enveloppe, pour fermer Viserne, il y a d'autres choses à l'intérieur de ces 42 millions. Mais disons qu'il y a plusieurs dizaines de millions d'euros, Carjo Wiggins est prêt à mettre dans le cadre d'un plan de reprise pour faciliter la reprise. La difficulté, je le redis, c'est que le montant aujourd'hui, au regard de ce qui est projeté, Carjo est prêt à mettre dans la boucle, n'est pas suffisant de toute manière pour financer le plan de reprise du repreneur actuel. Il a besoin d'éléments supplémentaires. Pardon? Non mais on ne va pas négocier ensemble sur le montant que je laisse. Ce que je vous dis, c'est qu'on a une enveloppe globale et qu'on est prêt à faire le maximum pour l'aider, et je parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà. Mais peu importe le montant il est maximum et on fera le maximum. Mais je le redis, je suis désolé, hein, peut-être que je me répète, mais il faudra... Pardon? Tout ça en vendant l'usine à 1 euro. On récupère rien, non, ça c'est sûr, on récupère rien. Oui, c'est-à-dire que je donne de l'argent, autrement, je donne de l'argent tout en donnant l'usine. Voilà. Mais ce que je vous redis, ce qui est vraiment important, hein, c'est que l'argent que j'ai donné une fois, je ne pourrais pas la donner 2 fois. Ce qui veut donc dire que cet argent au départ, elle était prévue pour aider un repreneur et ou financer des coûts de licenciement. Si ça va sur un repreneur, il n'y aura pas d'argent supplémentaire d'argent pour financer, si les choses ne se passaient pas bien, des coûts de licenciement. Raison pour laquelle je vous dis, c'est très très important pour vous et évidemment pour nous, qu'on s'assure que derrière le plan de reprise tient la route. Parce que si ça ne tient pas la route, honnêtement, c'est une vraie catastrophe. Une nouvelle question? Oui, bonjour Monsieur le maire. Pardon? Depuis de nombreuses années, vous avez supprimé des emplois au niveau de recherche et développement. Aurait-il pas été plus judicieux d'investir un maximum d'argent dans la recherche et développement pour trouver des produits porteurs et pas d'attendre dans le mur? Sur graphique, je crois que c'est pas vrai qu'on a continué à dépenser tout à fait en R&D ce qu'il fallait. Voilà. Bon, après, je le redis, avec les moyens que nous avons et que nous avions, qui étaient limités, on ne peut pas non plus multiplier les choses. Donc voilà, on a continué à investir. Une nouvelle question? Est-ce que la stratégie à Charavine, c'est la même concernant l'enveloppe pour leurs repreneurs? Oui, c'est la même. Le micro, attendez, le micro parce que j'entends pas là. J'arrive. J'entends pas, je suis désolé, j'entends pas. Donc vos collègues vous entendent pas non plus. Donc, Vous savez très bien, même avec la Maxis ou la CT10 qui était venue ici, ici sur Viserne, l'ensemble des salariés, c'était sûr qu'ils étaient sauvés plus d'1 an. Alors admettons que le repreneur, qui vous dit que le repreneur, ça sera viable 6 mois, 1 an, 10 ans? Ben, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut s'assurer que son projet tienne vraiment la route.
Et donc ça, c'est ma responsabilité à un moment donné vis-à-vis d'où, mais ça sera également celle de l'État, puisque l'État va évidemment regarder avec grande attention ce que le repreneur veut faire pour s'assurer effectivement que le projet est viable. Donc on vérifiera. Ce qui est certain, ce que je dis, c'est que son projet n'est pas de faire du papier impression-écriture. Donc ça, je pense que vous l'avez tous compris. Il ne va pas continuer dans un marché aujourd'hui qui est extrêmement déclinant, et donc c'est pas là-dessus qu'il souhaite investir. Je vous ai dit tout à l'heure que techniquement, son projet me paraissait intéressant. Je vous dis, le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'argent, et qu'aujourd'hui, j'avais quelques inquiétudes ou incertitudes quant à sa capacité de financer un tel projet. Bon, pour permettre à tout le monde de s'exprimer, je vais aller jusqu'au bout, parce que j'ai pas réussi jusqu'au bout. Pardon, excusez-moi. Il y a une question? Oui, j'ai entendu dire à la radio qu'il y avait un fonds de banque européen. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Non. Mais un fonds de banque européen qui serait avec le repreneur actuel ou quelqu'un d'autre? J'ai pas entendu ça, je suis pas au courant. J'ai entendu ça dans la radio et il y a beaucoup de monde qui l'a entendu. Il y avait un fonds prévu pour Arjowiggins et la Cristalrida, par une banque européenne. Pour la Cristalrida. Vers le droit de préemption. Bon. Bah, si y a un fonds européen qui est prêt à mettre de l'argent et qui peut participer à un plan de reprise, c'est une très bonne chose. Et évidemment, si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai rien entendu à ce stade. On a les éléments. Et les éléments. Vous les vérifierez derrière. Quand vous mettez, ils vont lui prendre. Allez-y. Micro, micro. Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé avant votre arrivée, comme ça je vous fais grâce. Je vais démarrer en 2008. En 2008, il y a eu 3 papeteries fermées. Dartford, Bord et Fayard. Alors Dartford, attendez, excusez-moi, Dartford et Fayard, c'est vrai. Bord, franchement, c'est pas une papeterie. Bord, attendez, Bord, c'est pas une papeterie, c'est un minuscule atelier de découpe. Donc franchement, c'est... Oui. Non, et Bord a été transféré... Non, attendez. Bord, c'est faux, excusez-moi. Bord, il y avait un petit atelier de découpe qui a été déménagé dans un atelier beaucoup plus important, avec la totalité du personnel qui a été repris, puisqu'on a investi à Bord. Tant mieux pour eux. Mais Bord, c'est vrai, c'est un atelier de découpe qui a été fait du temps de notre ancien directeur, qui avait été décidé, mais il y avait quand même des emplois. Tant mieux vous avez pu sauver les emplois, c'est une bonne chose. Essayez de le faire la même chose à l'usine, on sera content. Par contre, il y a eu une papeterie qui a été fermée, c'est Rive en 2011, 2 en 2012-2013, Dalum, Witzel, et une en 2014 qui est Heavy Bridge. Par contre, il y a eu quand même des sessions de papeterie. Alors des sessions, c'est pas des fermetures. Non, je sais bien. Et donc là, on n'est pas à 13. Vous avez bien je sais bien. Et ça a démarré en 2009. Il y a eu la session de Bernard Dumas, les décors en Chine. Oui. Il y a eu en 2010 Moulin du Roi et 3 en 2011 Arches, Dettingen et Canson sur les sessions. Je pense que je ne vous ai pas donné des mauvaises informations. Elles sont bonnes, mais donc ça ne fait pas 13 fermetures si on fait le calcul. Et sur les sessions, là encore, comme signe d'essayer de faire les choses de manière entre guillemets un peu intelligente, et à l'époque en plus Madame Roger était patronne du site, la session du décor a permis de consolider le secteur, consolider le marché, et aujourd'hui l'usine d'Arches comme l'usine Dettingen continue de fonctionner avec même des investissements importants qui ont été faits par l'acquéreur. Donc vous voyez, on n'a pas fait que fermer, on a aussi à un moment donné essayé de trouver des solutions intelligentes pour consolider l'industrie. D'ailleurs, je regrette que malheureusement, on n'ait pas réussi à le faire dans l'activité graphique, ce qui était bon pour tout le monde. Enfin, ça, c'est un autre sujet. C'est pour ça que j'ai bien dit session. Voilà, tout à fait. Et donc, pas 13 fermetures. Merci. Il y a des questions? Oui, moi j'en ai une. Il y a eu quelques cas, il y a quelques temps, de personnes qui avaient retrouvé du travail chez nous. Donc leur demande a été refusée parce qu'effectivement, il y a des baisses de salaire importantes qui sont à la clé et qui amènent le bénéfice de la prime serait une compensation. Donc ça a été refusé par ces gens. Quelle est votre position actuelle si le PSE est bien ouvert vis-à-vis de ces personnes-là qui pourraient éventuellement demander un départ anticipé? Tout bien, le PSE pour le moment il n'est pas... Voilà, donc le PSE il est ouvert, hein, on a eu la R1, il faut qu'on continue d'avancer. On attend les commentaires de la directe. On attend les commentaires de la directe qu'on n'a pas encore eu. Le P. Le micro,
Ouais, ok. Non mais je pense que, je sais pas si vous êtes informé, mais moi je suis invité cette semaine à élaborer l'ordre du jour pour la deuxième réunion. Je suis informé tout à fait de ça. Non mais attendez. Et je sais que François... Non mais vous me dites que vous attendez la réponse de la directe. Pas la réponse, les remarques. Bah ouais, mais les remarques, on va les avoir quand? Donc on fait pas d'ordre du jour si on n'a pas les remarques. Monsieur Le Maire, je parle, madame. Excusez-moi, non. Je vous écoute plus, madame, merci. Donc la R1 est bien une R1, et comme ça se fait dans le process, on attend simplement les observations, ça s'appelle sur le plan légal, de la directe. Mais il n'y a pas de problème sur le fait que ce soit une R1. Donc c'est pour ça que vous avez été... Et donc la R2, vous avez l'ordre du jour qui vous sera communiqué et sur lequel nous attendons vos commentaires, bien sûr. Donc sur la question concernant le personnel, on ne pourra pas, tant que... Merci de me laisser entendre ma réponse. Voilà, tant que le PSE ne sera pas, enfin, le processus ne sera pas terminé et qu'il ne sera pas validé ou homologué par la directe, on ne pourra pas laisser partir de personnes dans ce cadre-là. Ensuite, comme on l'a dit, il n'y aura pas de notification de licenciement avant la fin mai. Et entre-temps, eh ben, on sera ouvert à discuter avec vos organisations syndicales sur des cas particuliers. Début juin. Il y a une nouvelle question. Bah, elle est notifiée, donc oui, enfin, après ça n'a pas d'importance. On va reposer la question. Je demande simplement si le PSE est ouvert de façon unilatérale. Après, ça change quoi? Enfin, on a convoqué l'ensemble, enfin, je crois qu'on a laissé le temps pour la négociation. Ouais, allez-y. Les choses sont très claires. Je l'ai dit tout à l'heure, 10 avril, 29 octobre. On a laissé tout le temps qu'il fallait à la négociation. Il y a eu tout un tas, on va dire, d'événements qui ont fait que la R1, qui devait se tenir début octobre, ne s'est pas tenue début octobre. On a à nouveau respecté les différents délais légaux. On a reconvoqué légalement la R1 pour le 29 octobre. Effectivement, les représentants ne sont pas venus, mais la R1 a eu lieu. Et elle s'est tenue le 29 octobre. Après, chacun, on parlait de responsabilité, prend ses responsabilités. J'ai pris les miennes, j'étais là, j'avais d'ailleurs vu les représentants la semaine d'avant en leur faisant un certain nombre de points. Ils ont souhaité pas venir, c'est leur responsabilité. La mienne était d'ouvrir la R1 par rapport à ce que je souhaite faire. Le 29 octobre, elle s'est donc tenue, pas unilatéralement, elle s'est tenue. Après, les gens viennent, ne viennent pas, moi j'étais là. Voilà. Et la R2 se tiendra de la même manière, convoquée de manière légale, de la même manière. Après, les gens viendront ou ne viendront pas, je serai présent à la R2. Une nouvelle question.